Bon, on va commencer. Merci à tous d'être avec nous pour cette conférence. Entre midi et deux, en plus, vous avez du courage. Donc, doublement merci. Sur la thématique, comment la logistique automatisée et la robotique mobile répondent aux défis de la supply chain. Donc, avec nos intervenants qui vont se présenter d'ici quelques minutes, on va essayer de vous dresser un peu un panorama des enjeux et des contraintes qui sont liées à ce sujet, puisque on ne va pas trop parler de l'impact sur l'emploi, sur l'autonomisation de la supply chain, la robotisation de la supply chain. Par contre, on va essayer de vous donner des axes, ou en tout cas des pistes de réflexion très concrètes, des retours d'expérience sur ce que c'est qu'un projet de robotisation de sa supply chain, comment on peut upgrader tout ça, et quels sont les enjeux à garder en tête quand on fait tout ça. Nos intervenants sont des professionnels du secteur, donc eux, ils le vivent au quotidien. Donc si ça se passe bien, normalement, vous en saurez plus en sortant de la conférence qu'en y entrant. Donc je vais laisser dans l'ordre, du plus près au plus éloigné. Alors moi, simplement, pour me présenter rapidement, je suis Thierry Alvernia. Je travaille pour Pulsalis, qui est la société de transfert et de valorisation de la recherche. En fait, tout simplement, on aide les entreprises à co-développer des produits avec les laboratoires de recherche académiques sur l'université de Lyon et Saint-Étienne. Voilà. Donc voilà, je te passe la parole et je te laisse te présenter du coup. Très bien. Le micro est activé, vous m'entendez? Ouais. Approchez par contre. Donc bonjour à tous, Florian Cantori, je suis donc ingénieur en développement logiciel chez Awabot, où je travaille dans l'équipe Awabot Intelligence, qui est spécialisée donc dans le développement logiciel personnalisé pour des différents acteurs robotiques. On a 4 axes de développement différents. Orienté donc sur la partie navigation autonome pour les robots mobiles, les outils de perception nécessaires pour ces outils de navigation autonome, des outils de simulation qui vont permettre d'activer et d'avancer sur la partie test et validation des outils de navigation qu'on développe, et des outils de supervision, donc des plateformes web pour la supervision, la téléopération à distance de différentes plateformes robotiques. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Damien Legrand, je suis responsable perception et marché logistique chez IFM. Alors IFM, c'est une société allemande de fabrication de composants électroniques. On est fabricant de solutions d'automatisation au sens large, chez 8000 personnes, avec un motto qui est close to you, donc on travaille au plus proche de nos clients. Et quant à moi, je m'occupe et je navigue dans tout ce qui va être le monde de la logistique et notamment de la robotique mobile pour accompagner concrètement les clients fabricants généralement pour trouver des fonctions et des applications qui vont leur permettre de répondre aux principaux challenges derrière que leur présentent leurs clients finaux. Merci. Bonjour, Alexandre Ambil, donc je suis directeur des programmes R&D chez Icobot. Icobot, on est une société nantaise de 40 salariés. On construit, on édite et on intègre des robots autonomes. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on est fabricant de robots autonomes. On fait les logiciels, donc les logiciels de navigation autant que les logiciels de gestion de flotte. Et après, on fait l'installation de ces produits aussi chez les clients pour avoir la connaissance en fait de l'environnement et donc des difficultés qu'il peut y avoir lors de la phase d'installation. Ouais. Voilà. Juste pour bien fixer les choses, il est important de signaler qu'on va plutôt parler sur la chaîne logistique, on va faire un petit focus sur les robots roulants, que c'est le gros de votre activité et qu'on va pas s'engager sur la partie drone ou autre type de robot bipède, etc. Non, l'objectif c'est plutôt d'être sur ce sujet-là. Du coup, on va attaquer tout de suite, puisque quand on a préparé la conférence, vous avez utilisé des acronymes, alors j'aime bien démarrer par ça. Comme ça, comme je sais que vous allez les reprendre pendant la conférence, au moins les auditeurs sauront exactement ce que ça signifie. Donc, quelle est la différence entre les solutions AMR et AGV, s'il vous plaît? Qui veut démarrer? Il en faut un. Allez, je veux bien répondre à la question pour commencer. Donc AGV pour Automated Guided Vehicle et AMR pour Autonomous Mobile Robot, qui sont deux solutions, deux systèmes qui sont très similaires, mais qui selon moi diffèrent quand même sur certains aspects.
ou l'AGV donc, qui permet de la mobilité et de l'automatisation dans ce contexte logistique justement, mais avec des contraintes, on va dire, en termes de décision, de planification de trajectoire et d'autonomie sur justement les aspects mobilité, un peu restreint par rapport à ce que peut proposer un AMR, où là l'idée c'est de pouvoir s'adapter, s'ajuster en fonction des contraintes environnementales dynamiques et proposer justement des solutions en temps réel en termes de décision, de planification de trajectoire. Oui, je pensais que c'était une question. Donc voilà, cette distinction entre AMR et AGV en termes d'autonomie sur la partie décision. Si je peux compléter, moi j'ai une image que j'aime bien donner, c'est le train et la voiture. En fait, l'AMR, on est plutôt en train de conduire une voiture, alors que l'AGV, il a déjà des rails, donc il est prédéterminé dans ses destinations, donc c'est plutôt un train. Du coup, on voit bien la différence. Merci beaucoup. Alors, même dans l'image qu'on peut avoir des chaînes ultra robotisées, je sais pas, par exemple des gens comme Amazon sur la logistique, etc., on voit toujours des êtres humains. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automatisation à 100% d'une chaîne logistique, c'est une utopie. On a encore besoin des êtres humains. Comment ça fonctionne? Et j'imagine que de faire travailler des robots avec des êtres humains, ça ne doit pas toujours être simple. Alors, qui veut commencer sur cette question-là? Alors effectivement, l'automatisation de la logistique, c'est large quelque part au niveau des sujets. On voit apparaître plusieurs pans d'automatisation. Donc du full automatique concrètement avec des maximums de densité, notamment pour le cadre de l'e-commerce, pour avoir un maximum de petites pièces à libérer dans une ruche globalement, où on va être très orienté sur de la vitesse, sur de la disponibilité de l'équipement, mais des équipements qui vont être très automatisés sans personne humaine. Donc c'est une partie pour maximiser l'optimisation des éléments. Mais de l'autre côté de la chaîne, on va continuer à avoir dans des environnements ultra contraints ou beaucoup plus contraints la nécessité d'aider l'opérateur humain dans des fonctions qui vont être réalisées, de lui rattraper de la valeur ajoutée là où physiquement, concrètement, des déplacements qui peuvent être peu intéressant quelque part au niveau de la valeur ajoutée de l'opération. Et à ce moment-là, on va retrouver ces éléments dans toujours l'automatisation logistique. Et là, on va plutôt parler de l'AMR qui va avoir cette capacité d'intelligence de comprendre son environnement et de comprendre les fonctions qu'il va pouvoir rajouter pour pouvoir être efficace physiquement pour la société à l'arrivée. Alors, du coup, la collaboration humain-robot sur les chaînes logistiques, c'est durablement ancré. Je pense qu'il y a vraiment tous les usages en fait qu'on va retrouver. On a, comme disait Damien, on a des éléments où on va avoir besoin de densifier, on va avoir besoin d'avoir de la cadence. On a beaucoup de choses à livrer, donc on va automatiser le plus possible. Par contre, plus on automatise, plus quelque part on doit être dans des formes de standards. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces grands magasins de stockage, on gère tout le temps la même boîte, par exemple. Donc en fait, on a une unité logistique unique qui après est remplie, mais on doit avoir une forme de standard. Et plus on va avoir de la variabilité, c'est-à-dire des éléments petits, grands, moyens, emballés, pas emballés, plus on va avoir besoin d'humains. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre tous les cas de figure en compte. Et aujourd'hui, il n'y a que l'humain qui sait faire ça de façon intelligente. D'accord, merci. Donc on a parlé des enjeux rapidité, fluidité, interaction homme-machine. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en fait quand on est sur ces questions de robotisation de chaîne logistique? Il y a un des enjeux aujourd'hui qui tire le plus, c'est la pénibilité aussi. Alors la pénibilité et l'emploi, bon c'est pas le sujet, on a dit de focalisation trop, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité nous en tant qu'intégrateurs pour des problématiques de j'arrive pas à avoir de personnel pour déplacer des charges. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut comprendre que c'est un travail qui est pénible, c'est-à-dire que tirer un transpalette toute la journée, c'est pas forcément agréable. Et en plus de ça, on peut comprendre que les gens aujourd'hui sont de plus en plus dans une recherche de sens au niveau du travail. Et tirer une charge toute la journée, le sens au travail, il n'est pas forcément là. Donc c'est des métiers où on a tout intérêt à aller vers une forme d'automatisation, donc entre autres avec des AMR, pour aller vers de l'accompagnement en fait, et que la personne
qui tirait sa charge, elle va préparer la charge, elle va s'assurer que tout est dans le contenant et ainsi de suite. Donc là, elle a une vraie valeur ajoutée à s'assurer que les produits qui partent soient les bons. Par contre, concrètement, faire les 400 mètres pour aller à la livraison, il n'y a pas de valeur ajoutée, si ce n'est à marcher 400 mètres. J'ai entendu aussi il y a ce qu'on appelle le cobo, en fait, qui est une espèce d'hybride entre un robot mais qui vient aider un être humain à faire ses tâches. C'est quoi la place des cobots sur les chaînes logistiques sur lesquelles vous intervenez? Ça reste anecdotique ou vous avez des exemples en tête où il y a vraiment je sais pas, des gens avec des exosquelettes ou alors avec une machine qui déplace des charges? Comment vous vivez ça au quotidien? Vous percevez? Sur la partie robotique mobile, des fois on s'interface avec des chaînes, des vrais cobots, c'est-à-dire des robots qui sont vraiment dans aucune cage et qui collaborent vraiment à un humain et où il y a des tâches partagées entre les deux. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup d'installés. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux avec celui-là. Donc je confirme ce que disait Alexandre. Aujourd'hui, c'est des choses où on voit apparaître plutôt des bras de manipulation, mais vraiment balbutiants quelque part sur des systèmes de fin de chaîne, possiblement de convoyage, dès lors que sur le convoyeur, on n'est pas en capacité de donner simplement, ou pour mettre sur rack, mais on est plutôt sur des choses qui sont plutôt balbutiantes dans ces éléments-là, où bien entendu, on va parler de perception. Là, la perception, elle est encore plus importante, à la fois là, sur la partie base roulante et sur la partie compréhension de l'environnement qui vient derrière. Mais dans la réalité, c'est relativement faible dans les cas d'usage qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, quand on a préparé, vous avez tous évoqué de commencer à travailler à partir des cas d'usage client. C'est quoi l'importance des cas d'usage client dans vos métiers et comment vous vous assurez qu'il y a une forme d'exhaustivité dans les différents cas qui peuvent être abordés quand vous êtes en phase de conception ou de co-conception avec vos clients? Sur la partie logicielle, effectivement, le cas d'usage client, il est primordial puisqu'on va commencer par une phase de conception et d'architecture logicielle adaptée justement à ce cas d'usage. Et en termes d'exhaustivité, effectivement, il faut avoir une idée a priori, ou en tout cas dès les premières phases de développement, voilà, quels sont les cas d'usage du robot. Et si on revient sur la partie robotique mobile, moi ce que j'aime bien rappeler, c'est que la mobilité en soi c'est bien, mais ça ne fait pas un cas d'usage à lui seul. Donc c'est pour ça que le contexte métier des clients qu'on accompagne, et notamment sur la partie logistique, elle est primordiale pour que le robot justement trouve son usage et trouve son utilité dans le contexte industriel. Je vais permettre de rebondir. Ma perception ici, elle est du coup complémentaire en fait au niveau de Florian et d'Alexandre, parce que moi je fournis des briques hardware et des capacités de solutions qui vont pouvoir être embarquées. Donc quelque part, le cas d'usage du client final, c'est mon moteur. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que quelque part, les fabricants de robotique mobile qui vont être attenantes puissent tirer bénéfice à la fois de la composante soit hardware, soit solution, pour répondre le plus simplement au cas d'usage. Donc quand on va parler cas d'usage, si on met un élément de captation sans être relié à la fonction qu'il va être utilisé, au coût qu'il va être utilisé, à l'environnement dans lequel il va être utilisé, en fait, on rajoute beaucoup de couches d'oignons, mais on perd à la sortie du custom to fit dans le robot qui va être construit. Donc on va toujours s'attacher à de l'évolutivité, à de la modularité et être ouvert le plus possible. Donc quand on va parler de fonction de détection de trous de palette, on va vérifier que le trou de palette, on est toujours stable dans la détection et que si quelqu'un met pour une raison ou pour une autre un coup dans la captation, on puisse rétro-informer cette information-là. Donc la notion après de diagnostic apparaît parce que concrètement on vit dans un environnement qui est rude et dans l'environnement qui est rude, on va vouloir savoir si physiquement la prise de décision, on reste les yeux concrètement sur l'engin, et en restant les yeux, on ne va pas faire confiance toujours aux yeux, on veut être sûr que quelque part on a une rétro-information qui apparaisse. Donc les cas d'usage client, c'est les cas d'usage des clients de mes clients, quelque part, sont mon moteur derrière pour moi pour déterminer la captation et la solution qui va être apportée. Alexandre, un mot peut-être? En cas d'usage client, je peux peut-être donner un exemple si ça vous va. Oui. Au fait, alors aujourd'hui,
la première phase, nous, qu'on voit en tant qu'intégrateur, là pour le coup je vais mettre la casquette intégrateur, c'est que le cas d'usage client est extrêmement important puisque le client, des fois, n'a pas forcément la connaissance ou la compétence en interne de ce que sont les robots mobiles, que ce soit des AGV ou des AMR. Et donc, en fait, il faut mieux comprendre le cas ou ce qu'on souhaite en faire, ou du moins quel est l'objectif final, et ne pas arriver avec une solution. Parce qu'en fait, quand on dit je veux un AMR, en fait, c'est pas ça la solution. C'est j'ai un contenant qui fait une certaine dimension, qui doit aller d'une machine A à un système de stockage B. Et aujourd'hui, j'ai X personnes pour le faire, avec un flux, et ainsi de suite. Et c'est quand on a étudié toutes ces dimensions-là qu'on va être capable de dire le meilleur produit qui pourrait vous optimiser votre flux, c'est sur la livraison d'avoir un AMR, par exemple, que cet AMR, ce soit un AMR peut-être tracteur qui tracte des chariots, que ce soit un AMR porteur, que ce soit un AMR convoyeur. Enfin, en fait, il y a plein de façons en fait, de réaliser le flux. Et aussi de voir comment on interagit en amont et en aval avec les machines et avec les gens autour, parce qu'on va avoir des cas d'usage client où en fait, il faut aussi repenser la façon dont les personnes vont travailler. Donc là, je vais citer un cas, par exemple, nous qu'on a chez Jeffco. Jeffco, ils avaient un entrepôt où ils avaient des personnes qui faisaient arrivée de camions, on range dans le stock, et puis après, de temps en temps, il faut sortir du stock pour remplir des camions. Grosso modo, le matin, on rentre, l'après-midi, on ressort. Leur problématique, c'était que les personnes faisaient à peu près 20 km par jour entre aller chercher à côté des camions sur les palettes et ranger dans le stock et ensuite ramener du stock. En fait, on s'est dit, est-ce qu'il faut un système tout automatisé? En fait, avec une variété de références qui était monumentale, donc c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dédier des gens au stock, des gens à la réception, qui eux du coup connaissent bien leurs produits, donc qui aussi vont aller plus vite chercher dans le stock, prendre les produits, moins de problématiques qualité aussi parce qu'ils savent comment prendre un produit. Enfin, je pense à des faisceaux de cap de voiture, faut pas faire tomber le connecteur ou autre. Et par contre, le trajet du bâtiment qui fait 30 000 m², il y a une boucle de 300 mètres. Cette boucle de 300 mètres entre les quais et les zones de stockage, en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce que les gens poussent des chariots. Donc en fait, on va mettre un AMR sous les chariots pour du coup faire ces rotations. Et ça, c'est un autre mode de fonctionnement où typiquement donc notre client Jeffco avait été étonné de notre proposition parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'ils pouvaient dédier des personnes à des allées et donc les spécialiser quelque part sur les produits qu'ils maîtrisent et qu'ils travaillent au jour le jour. Quelque part, vous leur amenez un point de résolution d'une problématique hors de leur cadre habituel, c'est ça? C'est ça, mais parce qu'aussi on est dans un stade où aujourd'hui, tous les entrepôts ne sont pas automatisés. On démarre quand même globalement. Et c'est vrai que c'est dur, en tant que client final, d'être capable de dire je sais exactement ce que je veux. En fait, il faut rester assez ouvert, je pense, et justement écouter les différentes propositions. Et en plus de ça, en fonction des produits et des flux, chaque proposition aura ses avantages et ses inconvénients. Alors les êtres humains que nous sommes ont naturellement un biais cognitif qui est lié à leur empathie, c'est que, et notamment qui s'exprime dans la robotique, c'est qu'on a tendance à calquer nos émotions et nos modes de fonctionnement sur des robots. Et du coup, la question qui m'est venue quand on a préparé, c'est comme on a IFM qui est spécialiste justement sur la visualisation des robots. Nous, c'est assez naturel. On voit l'univers qui nous entoure en 3D pour la majorité d'entre nous. Et avec quelques années d'apprentissage, on arrive après à se repérer dans ce monde en 3D. Est-ce que les robots, ça fonctionne comme nous? Est-ce qu'ils voient le monde comme nous? Et comment ils gèrent les profondeurs, etc. Effectivement, nous, en tant qu'humains, on a la chance d'avoir un cerveau et des yeux. C'est une très belle machine, quelque part, et une très belle intelligence qui nous permet assez naturellement de se repérer et de naviguer. Concrètement, ce qu'on va demander à un robot mobile dans l'espace. Pour lui, c'est pas forcément la même manière. Aujourd'hui, on va besoin de cartographier son environnement pour un robot mobile. Donc plusieurs technologies existent. Globalement aujourd'hui en 2 dimensions, on vient cartographier ce qui se passe en environnement et on a des points bien particuliers pour déterminer, je sais c'est mon terrain de jeu et je sais me localiser dans mon espace pour que lorsqu'une mission apparaît d'un gestion de flotte, je dois aller du point A au point B. Concrètement, aujourd'hui, on est en capacité aussi de fournir d'autres éléments supplémentaires à juste une vue sur une nappe concrètement en 3 dimensions, pour apporter à la fois des fonctions, mais à la fois des aides
à la localisation et surtout la détection d'obstacles concrètement qui va venir derrière. Aujourd'hui, lorsque vous allez naviguer dans un atelier, lorsqu'on va discuter des AMR qui vont être dans un environnement contraint, donc typiquement des entrepôts qui sont déjà construits dans lesquels, comme a dit Alexandre, des flux doivent être repensés ou des flux doivent être réalisés, il est très intéressant de savoir où est-ce qu'on doit localiser, mais de pouvoir naviguer avec les gens qui sont autour, naviguer avec les robots qui sont autour, trouver des systèmes de code de la route ou de priorisation pour déterminer si à l'arrivée je veux être efficace dans l'optimisation et la disponibilité de mon équipement, de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de moi en termes d'environnement pour pouvoir arriver à prendre une décision de manière la plus réactive et la plus mobile quelque part. Typiquement l'objectif de l'AMR. Et pour ça, nous chez IFM, on fournit aussi des briques de captation en 3 dimensions pour détecter par exemple, parce que lorsque des fourches vont se placer en face de vous, pouvoir vérifier que la qualité, si vous tractez votre objet, vous ne puissiez pas prendre une fourche qui soit au-dessus ou au-dessous d'une scrutation qui soit uniquement en 2 dimensions. Donc on a des caméras qui vont en 3 dimensions, des nuages de points, dans lesquels les personnes vont pouvoir réaliser des opérations pour déterminer, attention, obstacle numéro 1 localisé à tel endroit avec une vitesse, obstacle numéro 2 localisé avec une autre vitesse, pour après avoir de la navigabilité. Et grâce à cette navigabilité, en correspondance avec où est-ce que j'ai le droit de me positionner dans mon système de localisation, le robot puisse prendre la décision le plus réactive possible pour aller à son point final. Ok. Merci beaucoup. Quand vous intervenez, parce que quand vous intervenez sur des projets de robotisation de supply chain, quels peuvent être les freins? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits, des contextes dans lesquels vous vous dites là, on va avoir 2-3 sujets compliqués à gérer, à aborder? Sur la robotique mobile, je vais surtout faire sur la robotique mobile. Un des freins, c'est l'environnement. C'est-à-dire que globalement, les environnements qui sont extrêmement mouvants, c'est-à-dire où tout bouge, et les environnements où on va dire les gens ne sont pas très ordonnés. Il y a beaucoup de choses qui traînent. En fait, aujourd'hui, c'est les 2 grands ennemis, je dirais, du robot mobile, et on travaille tous, et entre autres d'un point de vue logiciel aussi, pour faire mieux. Mais c'est vrai que la grande difficulté, c'est quand un environnement est trop mouvant, les cartes changent souvent, donc il faut pouvoir les mettre à jour. Et aussi quand on a trop d'obstacles et autres qui sont un peu à droite à gauche au sol, et en fait grâce au matériel par exemple d'IFM, on va voir l'obstacle, mais en fait on va s'arrêter, mais on a quand même une vision aujourd'hui où il faut imaginer que contrairement à un humain qui a potentiellement capitalisé parce qu'avec ses 2 yeux il a vu l'obstacle en 3 dimensions, il l'a modélisé, il va pouvoir imaginer qu'il peut le contourner en fait, alors que le robot lui, il a une vue où en fait il voit l'obstacle mais il ne voit pas ce qui se passe derrière l'obstacle. Et il n'a pas forcément cette capacité à avoir capitalisé sur ce qu'il a pu voir en arrivant pour voir derrière. Donc en fait il ne peut pas forcément du coup le doubler ou passer à côté. Donc en fait on va avoir des stratégies d'évitement qui marchent mais qui des fois échouent. Et en fait donc plus l'environnement est instable et du mal rangé on va dire, et plus on a une perte de productivité en fait sur le système de robotique mobile. Donc c'est vrai que souvent nous un des premiers points qu'on vient voir quand on va voir un client final, c'est est-ce que son environnement est stable et à peu près bien rangé. Et si ce n'est pas le cas, en fait, on fait un travail avec lui quelque part de 5S presque sur comment on va améliorer cet environnement, clarifier les allées, les zones de circulation. Et en même temps, c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que souvent, on est dans un environnement où il y a des piétons, il y a des caristes et il va y avoir des robots mobiles. Et donc en fait, quand on rajoute encore une nouvelle catégorie de véhicules dans un environnement, on a tout intérêt à clarifier qui roule à gauche, qui roule à droite, qui est dans quelles allées. En fait, c'est bien à la fois pour les robots, mais aussi pour les humains, parce que ça limite aussi les accidents entre caristes et humains. Et dans ces cas-là, ça se passe bien quand le client attend que vous robotisiez sa chaîne et que vous commencez par lui parler de redesign de ses process industriels. Souvent, on en parle avant qu'il ait acheté. D'accord, ok. Parce que sinon, c'est pas évident. Ok, merci. Alors, il y a effectivement la partie robotisation de la chaîne logistique. Et puis, une fois, par exemple, il y a peut-être des industriels dans la salle qui ont déjà commencé à automatiser leur chaîne logistique. Comment ça se passe pour augmenter les fonctionnalités de cette chaîne, c'est-à-dire aller un petit peu plus loin dans son efficacité, etc.
Est-ce que c'est comme un ordinateur et on upgrade les robots, etc., et que c'est facile à upgrader? On fait les mises à jour et ça avance, enfin, ça se passe bien. Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Et si oui, quelle est la complexité d'upgrader une chaîne logistique robotisée? Ouais. Alors peut-être pas sur la partie chaîne logistique, mais en tout cas sur l'évolutivité des robots mobiles. Ça reste quand même complexe aujourd'hui. Il faut à ces moments-là, il ne faut pas perdre justement le cas d'usage initial et le nouveau cas d'usage justement qui demande cette évolution-là. Mais on reste quand même sur des architectures d'ordinateurs et systèmes qui sont quand même assez maîtrisés et très connus maintenant depuis assez longtemps. On peut toujours proposer des choses pour faire évoluer la solution de robotique mobile pour qu'elle s'adapte justement à ce nouvel environnement, ce nouveau contexte. Mais disons d'un point de vue logiciel en tout cas, dans toujours des contraintes de temps, de délai de mise en œuvre qui, j'imagine, ne correspondent pas forcément aux besoins immédiats qui ont soulevé la problématique justement de cas d'usage dans la chaîne logistique. Donc c'est des choses possibles, mais voilà, toujours garder en considération les temps de réflexion qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces nouveaux outils. Après, on a côté hardware, du coup, parce qu'en fait, côté logiciel, en effet, c'est plus facile de mettre à jour. Après, côté hardware, c'est vrai qu'on est limité à ce qu'on a, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'on on va avoir un AMR ou un robot qui a une certaine capacité. Il a cette capacité. Avoir plus, ça implique des actions de rétrofit. Alors aujourd'hui, nous, Icobot, en tant que constructeur, c'est des choses qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a déjà fait en fait des cas d'amélioration de produits. C'est-à-dire que entre notre premier produit sorti et les produits qu'on sort aujourd'hui, on n'a pas les mêmes caractéristiques sur la motorisation, des choses comme ça. Donc on peut, mais ça reste beaucoup plus compliqué parce que c'est du hardware en fait. Effectivement, donc moi à mon niveau qui est plus sur la partie électronique, je comprends bien qu'effectivement côté mécanique, lorsqu'on dit que je dois prendre 500 kg, si demain c'est 1 tonne, le robot va changer. Quelque part, il va pas changer en claquant des doigts, il y a des évolutions à effectuer. Mais c'est bien aussi cette nécessité d'évolutivité software et fonction qui nous drive aussi nous en tant que fournisseurs d'électronique et d'intelligence pour pouvoir derrière être ouvert dans l'interfaçage et l'évolutivité. Donc on va, nous, de plus en plus pousser sur des notions de modularité derrière pour que les gens puissent dire, ah oui, le temps dans la perception, concrètement, c'est de l'ordre de l'année, il y a toujours des nouveaux produits qui apparaissent. Et donc si on veut toujours être à la page, concrètement, in fine, sur les clients finaux, il faut qu'on puisse mettre à disposition sur des outils universels dans le monde du développement, concrètement derrière. Et c'est ce que nous, on pousse à faire sur cette modularité de fonction, cette modularité hardware, pour que les clients qui sont nos fabricants de robotique mobile puissent les utiliser et faire upgrader les performances de leur système. À la limite de la mécanique, possiblement, ou des capacités de traction, possiblement, derrière. Alors, je voudrais aussi que vous me disiez un mot, parce qu'il y a des modèles économiques, bien évidemment, derrière, et plutôt que d'acheter ces robots à l'unité, moi je viens du numérique, on parle du SaaS, du Software as a Service, du PaaS, du Platform as a Service, et j'ai retrouvé un peu mes petits, puisque vous m'avez parlé du RAS, Robotic as a Service. Vous pouvez expliquer un peu ce modèle économique? Nous, on a même mieux, on parle du CAS, le Cobot as a Service. Mais oui, en fait, on passe vers une logique d'abonnement, en fait. C'est-à-dire qu'on a le robot qui est en abonnement comme n'importe quel logiciel chez le client final. Donc, c'est-à-dire que le client final, quelque part, achète la capacité à déplacer des éléments, mais n'a pas acheté le robot. C'est-à-dire que du coup, si nous, pour une raison X ou Y, du jour au lendemain, on sort un nouveau modèle, et ce nouveau modèle, dans ce cas client, serait plus performant et nous permet par exemple de baisser une flotte qui était de 10 unités à 8 unités, vu qu'on est en abonnement, le client, lui, il s'est abonné pour une fonction. Donc en fait, nous, on peut très bien décider, Icobot, de se dire c'est plus intéressant pour nous de récupérer les 10 qu'il a actuellement, de lui en mettre 8 nouveaux, et puis ça tourne pareil. Mais il y a moins de produits à maintenir, l'environnement est plus libre, et donc en fait, tout le monde est gagnant quelque part.
Effectivement, on remercie le monde de l'IT qui a inventé le SaaS quelque part au démarrage. Ça a mis un peu plus de temps à arriver dans la robotique mobile, mais aujourd'hui, dès lors qu'on considère que un système robot a réalisé, comme a très bien expliqué Alexandre, une fonction, c'est-à-dire qu'on a bien cadré dans la solution le périmètre d'utilisation, il allait du point A au point B, avoir un taux de disponibilité et de performance qui est connu, maîtrisé, accepté pour le client. Aujourd'hui, nos clients nous parlent sur des clients finaux de 98-99% de succès dans les missions. Et à partir du moment où on a cette target qui est accessible, ben on se dit oui, pourquoi ne pas utiliser la robotique as a service pour dire mon taux d'usage il est localisé à tel endroit dans la mission et à l'arrivée il est pris pour faire une fonction et après ben, c'est un business model qui démarre à partir du taux réel de disponibilité et de la fonction de transport en niveau haut, niveau bas, en parlant aussi des déplacements sur des robots de chariot à fourche en 3 dimensions, où la qualité est encore plus prégnante parce qu'on n'a pas envie que ça tombe concrètement. Et c'est clairement des éléments où là, on voit apparaître le RAS. Ouais. Et sur ce sujet-là, donc c'est ce qu'on appelle dans le numérique les SLA, donc les Service Level Agreement. Le niveau de service, c'est 98 ou 99%. Je ne sais plus avec lequel d'entre vous j'avais échangé ça, mais pour avoir 99%, vous m'avez dit il n'y a pas tellement de secret. Il y a un moment donné, il faut quand même envisager la redondance des systèmes. Et la capacité à déployer à distance ces systèmes redondants sur le site du client. Vous pouvez m'en dire un peu plus parce que c'est très intéressant en termes de taux de disponibilité du service du coup. Des robots. Moi j'ai l'exemple oui, où en fait on a des clients qui sont sur ce modèle-là et on va avoir souvent un produit en fait qui est en plus. C'est-à-dire que, par exemple il fallait 10 produits sur une flotte, on va en installer 11. Où on va en mettre un 11e, on va dire, à côté, qui est là pour justement pallier à toute problématique. C'est-à-dire que si on a un produit qui est coincé ou autre, on fait rentrer un élément supplémentaire dans la flotte qui, du coup, temporairement, va compenser en fait l'élément qui n'est pas capable, du coup, sur le produit. Ce qui permet de garder ces taux de performance et de livraison à 98-99%. Et ce que l'on retrouve côté robotique mobile, du coup, impacte concrètement aussi côté électronique qui est derrière, que ce soit pour le contrôle commande, pour le pilotage, puisque du coup la marge est quelque part plus ténue, et également pour les parties perceptives, on veut être sûr d'avoir l'information en temps et en heure et du diagnostic sur la qualité de l'information qui est fournie pour commencer à imaginer des dérives possibles, pour commencer à préparer des systèmes de détection et de maintenance en préalable, pour ne pas impacter le taux de disponibilité global de l'installation. Alors, on est contraint par le temps, donc j'ai juste une dernière question qui est dans l'air du temps. Comment vous gérez la pénurie des composants? Puis après, on donnera la parole au public. Là-dessus, moi, je peux apporter un bout de réponse, mais sur l'autre partie d'activité d'Awabot. Donc, Awabot, depuis début 2021, assemble et distribue donc son produit de téléprésence. Donc, on a découvert depuis début 2021 ce que c'est effectivement une chaîne d'assemblage, une gestion de stock, de gestion des composants pour notre produit robotique. Et alors je ne suis pas dans ce milieu-là, mais pour en avoir échangé avec mes collègues, il y a vraiment un impact majeur de cette pénurie sur la gestion des stocks et sur la façon dont l'équipe travaille pour l'assemblage du produit. Et donc ça demandait à s'adapter, changer les habitudes justement sur l'identification des fournisseurs, aller chercher d'autres sources de composants pour répondre aux besoins, puisque quand on nous annonce des délais d'approvisionnement de dizaines de semaines alors qu'on a besoin du produit maintenant, là, tout de suite, parce qu'on a des robots effectivement à assembler dans le mois. Ça demande vraiment beaucoup de flexibilité et d'adaptation justement à ce contexte-là. Et je pense que ça a eu un effet bénéfique aussi pour les constructeurs, cette crise des composants. C'est-à-dire que nous, dans notre roadmap de développement, on avait prévu de penser double sourcing et triple sourcing plus tard, quand on en aurait besoin. Et en fait, très vite, de fait, on a été obligé de réinclure ça dans tous nos développements. Donc aujourd'hui, sur tous nos produits, tous les matériels critiques ont au moins 2 à 3 références identiques, qui peuvent se remplacer les unes les autres. Et aussi, ça change un peu parce qu'on a parlé ensemble de tout ce qui était propriétaire ou ouvert. Et aussi, ça change un peu ce paradigme-là parce que
puisqu'on doit être sur de l'interchangeabilité de matériel, on va aussi privilégier les matériels qui sont les plus ouverts, avec lesquels on peut plus facilement se connecter, avec lesquels on peut plus facilement paramétrer. Et donc en fait, il y a aussi, je pense, des personnes qui ont potentiellement perdu des parts de marché sur certains types de matériel parce qu'ils n'étaient pas assez ouverts. Et du coup, ce manque d'ouverture a fait que, comme il y a eu la crise des composants et qu'on a pu s'approvisionner chez eux, on s'est rendu compte qu'on avait intérêt à changer de fournisseur rapidement. Parce qu'en fait, soit on était bloqué à attendre de se faire livrer, soit on changeait de techno. Merci beaucoup. Alors le temps passe très vite. Du coup, s'il y a des questions dans la salle. Alors, je suis désolée parce que moi j'ai raté un peu du début. Est-ce que vous avez parlé des enjeux justement de cybersécurité, Non, c'est une question qu'on n'a pas évoquée. C'est une bonne question. Voilà, parce que pour moi, dès qu'on est sur le flux logistique, il y a de la donnée, il y a des capteurs, il y a les cadences, la performance. Comment est-ce que vous assurez dans les entrepôts logistiques automatisés la cybersécurité des données industrielles ? En termes d'intégration, aujourd'hui, on a deux typologies de clients. C'est souvent le client qui tire ce sujet-là, en fait. Il y a des standards. Nous, on suit le standard du client. C'est-à-dire que nous, on estime qu'on a sécurisé nos produits. Maintenant, dans l'installation et leur mise en œuvre, souvent les clients imposent leurs solutions. Aujourd'hui, on a très peu de clients, par exemple, qui acceptent que notre système de gestion de flotte soit dans le cloud. Déjà, c'est une première remarque, c'est-à-dire qu'on est quasiment toujours installé sur des machines physiques sur le site du client. Et après, en termes de réseau, on est toujours sur des réseaux, on utilise principalement le Wi-Fi, mais isolés. C'est-à-dire qu'on se fait isoler. Toutes les machines liées à la flotte sont à part. Et après, ça va être les DSI qui vont gérer les flux de données avec d'autres éléments extérieurs, mais on est bien sur des ports et des IP et ainsi de suite bien dédiés. Donc en fait, la sécurisation, dans 90% des cas, elle est gérée par le fait que les DSI isolent complètement la partie robotique mobile du reste en fait de l'entreprise et surtout d'Internet. Effectivement, moi de mon côté, j'ai la même sensation. C'est tiré globalement par le client final, cette question-là, qui n'est pas anodine, bien entendu. La première chose, c'est de cochon bien gardé, chacun de son côté, concrètement, exactement ça, c'est-à-dire des réseaux qui soient séparés. On le retrouve concrètement à quel endroit où est-ce qu'on peut avoir des interactions, typiquement avec la chaîne de production. Donc quand la chaîne de production va vouloir appeler le système concrètement de l'AGV ou de l'AMR, donc là on peut nous fournir de la captation de position ou de l'appel concrètement sur un push button pour faire... Ces éléments-là sont hors réseau complètement de l'entreprise. C'est-à-dire que la DSI n'accepte pas forcément. En tout cas, s'il ne souhaite pas, on a la capacité et à travers des remontées d'IoT, mais dans des réseaux séparés, qui vont du coup remonter vers les fleet management, vers les systèmes tierces. Ils peuvent aussi les récupérer côté sur un autre système de monitoring qui peut être propre au client, mais pour concrètement avoir des indicateurs de qualité et de performance, mais qui seraient séparés possiblement s'ils le souhaitent. En tout cas, ils ont la totalité de la maîtrise de le mettre à l'endroit où ils le veulent. Et côté capteur, globalement, on a des bus de terrain quelque part et on a des bus IoT de l'autre côté, et c'est séparé sur des ports physiques séparés pour éviter trop de transversement d'un côté à l'autre. Et ça gêne pas le côté logiciel, gestion de flotte Concrètement, ces informations sont transmises à une infrastructure qui peut être Wi-Fi, qui peut être un canal quelque part, qui va remonter à la gestion de flotte, mais à ce moment-là, où est-ce qu'on va croiser l'intégration par rapport aux ordres d'ordonnancement ? La gestion de flotte va avoir une petite passerelle peut-être de son côté pour l'ordonnancement, mais sur la partie machinerie, elle n'est pas du tout liée au système. Merci. Elle arrive. Oui, bonjour. Vous parliez de robots, cobots as a service. C'est une réalité aujourd'hui? Les industriels sont prêts à aller vers ce genre de fonctionnement ou c'est plus en projet? Il y a tout. Nous, aujourd'hui, on doit avoir 30% de ventes en acquisition. On doit avoir à peu près 40% en location. Et ça grossit de plus en plus.
Et après, le reste, c'est du cobot as a service, mais pas sous les mêmes modalités pour tous. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de cobot as a service qui sont des abonnements sur du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, on met à disposition un matériel et il y a un abonnement. Donc c'est vraiment du service, mais par rapport au matériel. Après, il y en a où c'est du service, comme on disait tout à l'heure, par rapport à une performance. Donc en fait, c'est pas forcément les mêmes cases tout à fait. Mais aujourd'hui, oui, en fait, le service sur le matériel, c'est déjà le cas. C'est à peu près, c'est dans tous les secteurs, je dirais, que ce soit logistique ou industriel, même si les industriels aiment toujours bien acheter, globalement, par rapport aux logisticiens. Le logisticien aime bien louer, l'industriel aime bien acheter. Et le service grossit. Après, c'est pas... Aujourd'hui, on voit vraiment une bascule entre l'achat et la location. C'est-à-dire que la location, ça explose et ça va de plus en plus dans l'industrie. Par contre, le service, ça croît, mais doucement. À peu près le même avis démarrant, surtout sur la notion de disponibilité, mais 10%, à mon avis, 15%. Oui, bonjour. Vous avez parlé des contraintes de rangement du sol pour ne pas bloquer les robots roulants. Est-ce qu'il y a aussi des contraintes au niveau du sol en lui-même, que ce soit la qualité, la propreté, et du coup le besoin de nettoyage du sol pour les robots? Nettoyage, non, j'irai pas jusque-là. Après, un sol correct, oui. Mais ça, après aussi, ça va dépendre de l'AMR que vous allez choisir, en fait, ou du robot en général. Tous n'ont pas les mêmes performances en termes de franchissement et choses comme ça. Donc après, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, il faut s'orienter vers les matériels qui correspondent aux besoins que vous avez. Mais aujourd'hui, on n'a pas de clients qui nettoient le sol pour que des robots circulent. Enfin, on est quand même sur des machines industrielles, quoi. Okay. C'est notre cas pour nous, donc, mais ok. Vous allez pouvoir en parler avec des spécialistes. Venez nous voir. Une autre question? Sinon, moi, j'en ai toujours encore une autre, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a une taille critique pour se dire, bah oui, maintenant, ça vaut le coup que j'automatise ma logistique? Ouais, alors je ne sais pas s'il y a une taille critique à proprement parler, mais c'est une question de volume, effectivement, comme ça a été évoqué, de cadence et de superficie aussi. L'intérêt de la partie robotique mobile, c'est réduire la pénibilité, les parcours des opérateurs pour le simple transport de matériel, de composants. Donc à mon avis, c'est ces trois critères-là, en plus du coût d'investissement dans la solution, qui sont répondre plus qu'une taille critique de système logistique. Bon, bah super. Donc, oui. Alors, juste pour l'enregistrement, la question du ROI qui est posée. C'est compliqué. Nous, on fait des calculs de ROI, le client en fait d'autres. On n'a jamais les mêmes résultats. Voilà, faut être clair. En fait, c'est vraiment... Dans le cas des AMR, je vais parler vraiment pour les AMR, c'est compliqué dans le sens où le ROI va dépendre énormément de l'interaction au sein de l'environnement. C'est-à-dire que on a le cas GEFCO, par exemple, on avait calculé un ROI correct inférieur à 3 ans. Et je crois qu'ils sont bien meilleurs que ça parce qu'en fait, ils économisent 20 km par jour par opérateur, ce qu'ils ne pensaient pas faire avant, parce qu'ils pensaient qu'il y aurait toujours des aléas et autres à gérer. Sauf qu'en fait, les opérateurs eux-mêmes deviennent feignants, entre guillemets, ne veulent plus marcher, et du coup trouvent des moyens d'optimiser eux-mêmes le système. Donc en fait, c'est toujours compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un calcul initial à faire, mais normalement, si on a des gens qui sont intéressés par travailler avec ce genre de techno, en réalité, on fait mieux. Mais c'est toujours une question de personne derrière. Et c'est là où on parlait d'interaction avec les gens, il y a une vraie interaction avec le robot. C'est-à-dire que si les personnes qui doivent s'en occuper et travailler avec n'ont pas la volonté de le faire, on risque pas d'atteindre son ROI. Je rejoins alors à mon petit bout concrètement, mais il faut se mettre d'accord concrètement de comment on va calculer ce ROI. Exactement le taux de disponibilité qui est associé derrière, si les personnes sont autour, si le code de la route n'est pas super bien propre ou pas forcément bien respecté,
le taux de disponibilité chute, donc du coup mon nombre de missions va chuter, donc mon nombre de pics va chuter. On va même arriver à des questions, quand je vois arriver, par exemple, je détecte mes trous de palette, ma palette elle est dans un état lamentable. Je la prends ou je la prends pas? Typiquement, je suis à 10 mètres, j'ai une palette qui physiquement est dans un état de qualitatif complexe, je risque pour la qualité. En fonction des clients, on va dire non, mais normalement ça je vais peut-être pouvoir la prendre, oui, mais vous considérez que c'est pas qualitatif en correspondance, et du coup ça va dégrader les taux de mission. Donc quand on va arriver au 98-99%, on va commencer à discuter le bout de gras sur ce genre d'éléments-là, parce que concrètement c'est là où ça va se situer. Donc voilà, tout ça pour dire que il faut vraiment bien être d'accord, et comme je dis, comme tu dis, ça avance au fur et à mesure, et ça se réévalue. Mais il vaut mieux discuter du sujet clairement, de quel est l'attendu, plutôt que de le subir après. Bon, très bien. Écoutez, on va remercier nos intervenants et puis merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Excellent salon SIDO et à très bientôt. Merci.